panorama de la fiscalité. Voilà. Considérer la fiscalité dans son ensemble. À vouloir focaliser sur un impôt, on en oublie les autres et on va les alourdir. Donc RCM, revenu de capitaux mobiliers, là j'ai pas grand chose à faire, hein. Un dividende c'est un dividende, quoique. Bon. Mais vous voyez bien que si je verse un dividende à une personne morale à l'IS, régime Murphy, mais j'ai toujours mes liquidités enfermées dans une structure à l'IS. C'est reporter la fiscalité. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal. Vous savez, entre l'IR et l'IS, on ne fait pas d'économie fiscale. C'est faux ça. On dit l'IS c'est mieux, l'IR, moi je préfère l'IR, moi je préfère l'IS. C'est des querelles de clocher, ça n'a pas de sens. Ce qui a du sens, c'est ce que veut faire le client de son argent. L'IS, en fait, c'est un peu comme la différence entre les sociétés à l'IR professionnelles et les sociétés à l'IS, notamment pour les professionnels libéraux. On voit bien qu'il y en a qui exercent encore en entreprise individuelle et les autres, ou en SCP pour les notaires, et les autres à l'IS. Il n'y a pas d'économie fiscale entre les deux. Il y a une chose qui peut être très importante, c'est de repousser la fiscalité. Afin de repousser la fiscalité, afin d'avoir une trésorerie plus importante, afin de réaliser des investissements. C'est ça l'intérêt de l'IS. Mais ce n'est pas la fiscalité, c'est faux. Aller faire des projections sur 30 ans, non mais ça va pas. La fiscalité en 30 ans, elle ne bouge pas ou quoi? Quand vous faites, d'ailleurs j'ai tout mis à la poubelle, hein, mes logiciels de comparaison, c'est de la daube, hein, tout ça. Hein. Bon, c'est une question de philosophie. Quels sont les objectifs dans la vie? Est-ce que c'est des personnes qui aiment consommer tout de suite ou pas? Ou qui préfèrent capitaliser? Donner des tirelires? Ça peut être les deux. Voilà. Et c'est ça qui va guider les solutions. Sinon, ça va être 150 0 bêta. Elle est belle l'affaire. Pourquoi faire ensuite? Bon, je raconterai des histoires quand on abordera le 150 0 bêta. Les clients, ils s'en mordent les doigts. Hein. Donc, IPV, impôt sur la plus-value, DMTG, droit de mutation à titre gratuit, droit d'enregistrement, et l'IFI, on évoquera l'immobilier d'entreprise avec deux grandes lignes d'imposition. Je passe rapidement sur les entreprises et les sociétés à l'IR. Vous avez ici les formes juridiques d'IR de plein droit, ou alors celles qui sont à l'IR sur option, pendant 5 ans, pour 5 ans notamment, ou alors la SARL de famille. Mais c'est nul, parce qu'on est dans les plus-values professionnelles. Et qui dit plus-value professionnelle, dit donation, je paye 2 impôts, et l'IPV et les DMTG, sauf exception. Et on va s'intéresser essentiellement aux plus-values privées, donc les sociétés à l'IS. Et là, la donation efface la plus-value. Avec mes deux chouchous que sont la SAS et la société civile. Parfois, la SARL. Rare. Notamment quand le client est très attaché à ses conventions de service. Vous voyez bien que, d'ailleurs, sur le site que je vous ai cité tout à l'heure, vous avez des dossiers, notamment j'en ai fait un. Alors vous voyez, je fais aussi des dossiers quand je rencontre des problématiques concrètes chez le client. C'est un client qui avait des conventions de service, mais il délirait complètement. Il facturait 300 000 €. Et quand je lui pose la question, il dit non, c'est mon épouse. Elle fait quoi? Elle travaille, elle est salariée. Et je dis, et ça justifie les 300 000 €? Qu'est-ce qu'elle fait concrètement? Elle me dit, non, quand même. Hein. Bon, parce que les conventions de service sont un excellent moyen d'une rémunération détournée et de pouvoir déduire des charges. Mais là aussi, il faut arrêter, quoi. Voilà. Et, bon. Et donc, il vaut mieux, pour échapper à la taxe sur les salaires, on va créer une holding SARL. Parce que sinon, si c'est une SAS, on va avoir la taxe sur les salaires. Comme ce n'est pas une rémunération. Vous avez vu tout ça? C'est bon? Oui. Monsieur, j'ai une question. Oui.
pour la SAS, Hmm. l'option est de 5 ans, pour 5 ans maximum. Hmm. Et donc, est-ce que ça ne force pas un peu le schéma que vous avez présenté au début? Vu que, Ah oui, oui, mais ça, je l'ai fait qu'une fois pour un client, l'option à l'IR. C'est pas pour 5 ans, hein, on peut sortir avant 5 ans. Hein. Mais c'est l'histoire d'un hôtel qui fait des très très gros travaux. Et il y a d'énormes déficits. Donc il a pris l'option à l'IR. Mais c'est une fois que j'ai eu l'application. Hein. Voilà. Et l'objectif n'était pas la transmission dans cette situation-là, parce que ce sont 5 investisseurs qui n'ont pas tous des objectifs de transmission. C'est de faire un coup. En fait, avec l'optique de vendre l'hôtellerie juste très peu de temps après. C'était la promotion, presque la promotion immobilière, pratiquement. Hein. Alors, voilà. Et panorama de la fiscalité, donc on a l'impôt sur le revenu, donc avec éventuellement, on va parler essentiellement imposition du dividende, et l'impôt sur la plus-value, avec, on verra, toute la panoplie des dispositifs, notamment ceux qui sont faits pour le chef d'entreprise. On en a deux. Il y en a d'autres, mais le PEA avec l'inscription du chef d'entreprise sur les titres, tout ça, on va oublier. Mais on va parler de deux dispositifs principaux qui sont l'abattement renforcé de 85% pour les titres acquis avant le 1er janvier 2018 et le dispositif départ à la retraite. Vous savez ce que j'en pense, le départ à la retraite. Je n'ai jamais entendu un client qui veut partir à la retraite. Hein. Ça, bon. À moins qu'il voulait absolument profiter de l'avantage fiscal. Mais on voit que l'avantage fiscal, voilà, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'avantage fiscal. Pourquoi? Parce que j'ai toujours les prélèvements sociaux. Plus 15%. Ben non. Donc, bon. Et d'ailleurs, le départ à la retraite est très compliqué. Hein. Il est plus compliqué que le report d'imposition. Hein. Bon. L'IFI, on parlera de l'immobilier d'entreprise et les conditions dans lesquelles l'immobilier d'entreprise peut être imposé à l'IFI. Il n'est pas toujours exonéré de l'IFI. Hein. Et dans la plupart des situations, avec moi, le client va payer de l'IFI sur l'immobilier d'entreprise. Mais quand il regarde les économies qu'il fait sur les droits de mutation à titre gratuit, il est prêt à payer l'IFI sur l'immobilier de son entreprise. Un calcul. Et les DMTG avec le cadeau, le pacte du trail. Parce que, vous voyez, l'imposition, après un abattement de 100 000 € en ligne directe descendante, le taux d'imposition est de taux marginal d'imposition est de 45% en faveur de mes enfants descendants. Si à des étrangers, et hein, on parlera rapidement du pacte du trail en faveur de ses salariés, c'est génial, hein? Surtout pour le chef d'entreprise catholique pratiquant. Le don. Ça leur fait vibrer. Hein. Donner. Et ça permet aux salariés de reprendre l'entreprise en constituant les fonds propres qu'ils vont apporter à une holding. Et la holding va pouvoir emprunter auprès de la banque pour racheter l'autre partie auprès du chef d'entreprise, s'il le souhaite, ou ses enfants. Qu'on verra différentes stratégies. Imposition du dividende, donc ou PFU ou taux marginal d'imposition après l'abattement de 40%. Donc ici, je fais l'exemple d'un dividende de 10 000 € et comparer le PFU à 41%. Le net qui reste, ici, voilà, le taux d'imposition est plus fort pour l'IR à 41% que le PFU, plus la CHR.
la contribution sur les hauts revenus. L'imposition du dividende d'une société à l'IS, donc associée personne physique, attention, si c'est une SARL, il peut y avoir, ça dépend du montant du capital, taxation aux charges sociales des indépendants. Alors, il y a des spécialistes qui proposent d'augmenter le capital social, mais il faut être fou, hein, pour échapper aux charges sociales, mais... Alors, je donne un cours sur le capital, augmentation, réduction de capital, hein, qui sont faits essentiellement pour les juristes d'entreprise. Et je commence le cours par un capital fort. Il faut être fou pour faire un capital fort. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que des inconvénients. J'en reparlerai d'ailleurs quand on verra la comparaison entre est-ce que j'ai besoin d'un revenu, est-ce que je choisis le versement d'un dividende ou une réduction de capital. Bien, si c'est une réduction de capital que vous choisissez, il faut la motiver. Et on verra les décisions de l'administration fiscale et de la jurisprudence qui conduisent à l'abus de droit si l'objectif est principalement fiscal. Donc là encore, si vous voulez recourir à une voie la moins imposée, il faut quand même la justifier. On verra que je vais le justifier notamment par l'hérésie d'avoir un capital fort. Or, en France, on est les seuls, pratiquement, enfin, je n'ai pas connaissance des autres, mais à pousser à avoir un capital fort. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Un capital fort n'a aucun sens. Il y a plus d'inconvénients que d'avantages d'avoir un capital fort. J'aurai l'occasion d'en reparler. Et évidemment, donc le PFU peut être plus intéressant, sauf si mon taux marginal d'imposition est très faible. À 14%, évidemment, il vaut mieux choisir les 14%. Hein. Voici le revenu net après fiscalité. Donc sur un dividende de 100, PFU 30, je ne compte pas la CHR, mais évidemment, à droite, tout à fait à droite, c'est plus intéressant, c'est le régime Murphy. Évidemment. Mais, je n'ai pas résolu le problème. Où sont les liquidités? Quand je fais des structurations de patrimoine professionnel, il y a deux questions essentielles que je pose. C'est un, qui contrôle qui? Et deux, où est le cash? Où est le cash? Et comment pouvoir jouir du patrimoine acquis par le cash. Voilà. C'est essentiel. Parce que sinon, évidemment, je vais toujours vers le 150 0 bêtaire, hein, et je ne me pose pas de questions. Hein. Mais vous voyez bien que vous n'avez aucune valeur ajoutée. Vous savez que la valeur ajoutée de votre métier, ce sera bien sûr, sans doute, vos compétences, vos connaissances. Mais c'est au-delà. Hein. C'est savoir d'abord les utiliser et surtout savoir-être. Et plus vous serez ce que vous êtes, plus vous aurez des clients satisfaits. Voilà. En même pour ce que je suis. Je refuse du monde. Je ne suis pas là pour avoir des amis. J'ai beaucoup d'ennemis, surtout dans la profession, hein, parce que je gêne. J'étais viré de plusieurs masters. Hein. C'est le pouvoir des élèves. Hein. Donc, voilà. Mais parce que je disais que ce qu'on vous enseigne ici, ce n'est pas forcément ce que dit la jurisprudence. Donc, évidemment, on ne pouvait pas me conserver dans ces universités-là. Mais j'ai une liberté de parole, c'est moi. Donc, je vous invite à être ce que vous êtes et vous allez pratiquer votre métier. Plus vous allez pratiquer votre métier comme vous êtes, plus vous aurez des clients. Et plus vous aurez du succès. Il faut dépasser la technique pour ensuite exercer vos connaissances, mettre en application vos connaissances. C'est l'agencement des solutions, ce n'est pas uniquement la connaissance, c'est l'agencement des solutions avec qui vous êtes, avec votre personnalité qui fera la différence. Je prends un exemple, donc conseil de gestion de patrimoine, il y a peut-être 400 nouveaux conseillers en gestion de patrimoine, ou 200 ou 400, chaque année. Vous croyez que
la richesse, il y a autant de chefs d'entreprise qui se développent, que la richesse, elle va aussi vite? Non. Donc il y a un nivellement par le bas. On veut maintenant, je vois des sites, hein, ils veulent démocratiser la gestion de patrimoine. C'est pas de la démocratie, ça. C'est du nivellement par le bas. Donc, il y a même des rédacteurs de propositions de stratégie patrimoniale à votre place. Je dis, mais vous êtes où, vous? Bon, mais c'est nul. Pourquoi? Parce que ce qui importe, c'est la relation, c'est l'humain, la relation que vous avez à votre client. Et comme il vous le perçoit. Et plus vous êtes animé de l'esprit de service, voilà, plus vous êtes tranquille. Et si je ne sais pas, j'ai passé une bonne partie de la nuit ici à plonger sur une partie de l'engagement du trail. Hein. Et pourtant, j'ai un cours sur du trail, 700 diapos. Hein. Donc je pensais que je maîtrisais là, pas du tout. Voilà. Et je suis humble et j'avoue à mon client que je ne maîtrise pas complètement la chose. Il ne peut pas vous en vouloir. Il ne peut pas vous en vouloir. Au contraire, vous devenez humain. Parce que celui qui sait tout, moi je sais, on en voit, hein. Voilà. Eh ben, il n'est pas crédible. Et plus vous serez humble, plus on vous aimera pour ce que vous êtes. Si vous vous attachez à l'importance d'être aimé, hein. Sinon, c'est pas obligé. Hein. Alors, avance consentie et l'associé comme courant débiteur, société commerciale, la prison. Abus de biens sociaux. Mais regardez, comment obtenir du cash d'une société à l'IS sans impôt? Je vous écoute. Du cash sans impôt. Ça vous intéresse? Oui. Ah, ça y est, un fiscaliste. Piégé. Non, regardez, la société à l'IS. Vous faites remonter avec le régime Murphy des liquidités de votre société commerciale à votre holding société civile à l'IS. Et il faut que ce soit prévu dans les statuts. La société à l'IS, civile, à l'IS, fait une avance à un de ses associés, compte courant débiteur. Alors moi, je préfère parler de prêt. Comment fiscalement est traité ce prêt? C'est déductible? Non, alors, non, mais voilà, c'est l'article 111 du Code général des impôts qui dit que présomption de distribution. Donc, taxation comme un dividende. Mais quand vous lisez l'alinéa 2 de l'article 111 du Code général des impôts, l'alinéa 2, qui renvoie d'ailleurs à une instruction fiscale, dit que, sauf preuve contraire du prêt, et que la preuve doit être matérialisée avant le déblocage des fonds. Vous avez le formulaire sur Internet. Hein. Donc, hop, vous faites un prêt, vous mettez un taux d'intérêt, parce que l'administration fiscale l'exige. C'est une société civile, normalement, bon, il n'y aura pas l'exigence, mais je me plie aux exigences de l'administration fiscale, je n'ai pas envie de discuter pour ça. La société civile décide, donc moi, de me faire un prêt que je rembourserai dans 60 ans. J'en ai 60, tout va bien, donc à 120 ans, je rembourserai. Je fais un crédit in fine et capital et intérêt. Et si par hasard je décède avant, ça sera une dette de la succession. Alors, on me dit souvent, et je termine après, hein, je crois que c'est là, on me dit souvent, M. Royal, abus de droit. J'ai dit, attendez, c'est le texte de l'article 111 qui présume une distribution. Et
Cette présomption peut être combattue simplement en remplissant le formulaire disponible sur Internet. C'est pas moi qui ai écrit l'instruction fiscale quand même. Ah, mais vous devez motiver le prêt. C'est écrit où ça, la motivation du prêt? Ce qui est anormal. Mais comme on a pris l'habitude, vous voyez, je fais la différence entre les réflexes et les habitudes. On a pris l'habitude de trouver normal qu'une avance faite par une société est un revenu distribué. Alors que ce n'est qu'un prêt. Ce prêt, il est remboursable. En quoi serait-il taxé comme un dividende? C'est une présomption. Et le formulaire suffit à écarter cette présomption-là. Donc, voilà. Tout à fait possible pour les sociétés civiles, les prêts ou les avances et comptes courants débiteurs. Je préfère un contrat de prêt. Les sociétés à l'IR, l'avance n'est pas imposée. La société à l'IS, ouais, comme un revenu distribué, sauf preuve contraire du prêt. Voilà, donc je vous ai mis l'instruction fiscale qui va avec une réponse ministérielle ancienne, mais qui est toujours valable, 1958. Vous n'étiez pas né, vous, hein? Pas né, voilà. Ça vous va?